Pour comprendre ce que peut signifier l'avenir dans une société humaine, une première piste consiste à s'intéresser aux peuples sur Terre qui continuent à vivre de façon quasi paléolithique. Les chasseurs-cueilleurs actuels qui sont encore nomades se déplacent généralement de quelques dizaines de kilomètres de façon saisonnière ou quand le gibier se raréfie, les deux phénomènes étant d'ailleurs souvent liés, abaissant ainsi la pression sur les ressources naturelles permettant la reconstitution des populations végétales et animales. Dans ces sociétés, que nous appelons premières, un certain respect est porté à la nature, laquelle fait souvent l'objet d'une vénération, voire d'un culte. Encore aujourd'hui d'ailleurs, dans les pays ayant hérité d'une religion animiste, comme le Japon, il n'est pas rare qu'un bûcheron offre une prière à l'esprit de l'arbre qu'il s'apprête à abattre. À l'époque paléolithique, ce type de système de croyance participait à la préservation des ressources pour la génération suivante, et cela suffisait. On pourrait se demander si cette attitude relève d'une naïve innocence, comme on le pensait encore au XVIIIe siècle, ou si c'est l'héritage d'une sagesse multiséculaire. Il est d'autant plus difficile de trancher que l'un n'empêche pas l'autre. D'une certaine façon, le mode de vie des chasseurs-cueilleurs est d'ailleurs une réussite, puisqu'il s'est perpétué pendant plusieurs millions d'années, qu'il perdure encore aujourd'hui, et que n'en déplaise aux grands économistes, il a de sérieuses chances de perdurer encore plusieurs dizaines de milliers d'années. Durée qui n'est pas vraiment garantie pour la civilisation industrielle. Nous pouvons déjà être certains que le mode de vie que nous appelons moderne, fruit de ce que l'on appelle le progrès, ne durera pas le centième de ce temps, pour au moins deux raisons. D'abord, il repose sur l'utilisation de quantités de plus en plus énormes de substances extraites du sous-sol, et dont il est manifeste que certaines vont être épuisées dans moins d'un siècle. 2. Il conduit à de profondes modifications des milieux de vie dont nous dépendons, avec le risque de rendre la planète elle-même largement inhabitable pour nous à moyen terme. Le réchauffement climatique ne fait peut-être pas l'unanimité dans la communauté scientifique, mais ce n'est qu'un des problèmes à considérer parmi une foule d'autres dont il sera question dans ces vidéos. Les peuples premiers ne se posaient pas la question du très long terme, car leur impact sur leur milieu de vie était très limité. Quand vous coupez quelques arbres dans une forêt, d'autres repoussent. Quand vous chassez quelques animaux, leur population se renouvelle naturellement. Quand vous cueillez des champignons, quand vous ramassez des baies, quand vous ramassez des racines, des graines, bref. Vous savez que vous ne faites que prélever une partie de ce que la nature produit régulièrement. Vous êtes alors dans un monde qui existe sans vous et dont rien ne vous laisse imaginer qu'il puisse dépendre de vos actions. Vos problèmes en plus sont quotidiens, assurer la survie du groupe, se nourrir, élever les enfants, leur apprendre comment survivre, prendre soin des blessés, des malades, des anciens. C'est tout votre horizon. Pour nous les civilisés, l'idée de retourner à ce type de vie est absolument inconcevable. Pour autant, comme le dit avec humour Idriss Eberkan, bonjour Idriss, si l'humanité divorce de la nature, elle ne pourra pas retourner vivre chez ses parents. Autrement dit, nos ancêtres avaient une vision limitée du long terme, mais ils avaient accumulé au fil des générations une masse considérable de connaissances sur le milieu de vie et sur les stratégies à mettre en œuvre pour y survivre. Les adultes s'efforçaient de transmettre aux jeunes générations tout ce qui s'était révélé utile à leurs ancêtres et à eux-mêmes. Partant d'un principe de pur bon sens, ce qui a bien marché pour nous, ça devrait aussi marcher pour nos enfants. Ce comportement s'est d'ailleurs perpétué pendant des centaines de milliers d'années, parce qu'il était un facteur de survie des groupes humains. Il reste d'ailleurs tout à fait défendable chez les populations dont le mode de vie reste peu impactant vis-à-vis des écosystèmes dont elles dépendent. Mais perpétuer des pratiques qui se sont révélées durables sur des dizaines de générations, après tout, est-ce que c'est pas une façon d'anticiper comme une autre, et peut-être même plus maligne que d'autres? La modernité impose bien sûr d'autres exigences, au point d'en arriver à traiter par le mépris le mode de vie qui avait fait le succès des générations précédentes. Pourtant, en tournant le dos au passé, nous délaissons en même temps des savoir-faire vitaux qui pourraient bien nous manquer cruellement dans seulement quelques décennies. Tout le problème, c'est de vivre dans la modernité sans y rester bloqué, ce qui pose plusieurs questions. Question 1. Quelles limites humaines s'opposent à notre évolution et à celle de notre société? Ce sera par ici. Deuxième question. Comment expliquer la place du progrès dans l'image que nous avons de la modernité? Ce sera par là. Troisième question, en quoi nos représentations de la modernité bloquent-elles nos capacités à nous remettre en question? Et ce sera par ici. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très bientôt pour la suite.